Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va bien. Il y a la forme? Oui, toujours. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où? Oui, elle est très dense. Hein. Ça, vraiment, c'est pas à toi de nous le dire. Elle est très dense. Entre les négociations en cours, avec les États-Unis et la Chine sur la guerre commerciale que ces deux pays sont en train de se faire, entre les tensions très vivantes de l'Inde et le Pakistan, à la suite d'un attentat qui a eu lieu au Cachemire. Et bien entendu, la guerre au Soudan qui continue malheureusement avec ses corollaires, avec l'annonce aussi faite par Donald Trump d'un probable accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, avec une probable signature qui devrait se faire à Washington. Et on a aussi un rebondissement encore en Ukraine. Et c'est sur cela que je vais chuter. Donc, le rebondissement en Ukraine, c'est que d'un côté, la semaine dernière, on avait vu quelques chefs d'État occidentaux, notamment le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz avec ses homologues polonais Donald Tusk, le président polonais, le président français Emmanuel Macron, et son homologue britannique Keir Starmer, qui était venu rencontrer Volodymyr Zelensky, avec lequel ils lui ont non seulement réitéré le soutien de l'Europe dans sa lutte contre l'invasion russe qui a démarré le 24 février 2022, mais surtout sur le fait que Volodymyr Zelensky et ses alliés européens ont exhorté la Russie à accepter sans condition un cessez-le-feu de 30 jours qui devrait entrer en vigueur aujourd'hui. À cela, Vladimir Poutine a répondu hier soir que, évidemment, lui, ce qu'il proposait plutôt aux Ukrainiens, c'est des négociations directes à Istanbul, donc en Turquie, dès jeudi prochain, donc le 15 mai. Et bien entendu, ces négociations, c'était des négociations directes et sans condition. Alors, pour Volodymyr Zelensky, il est prêt, il a accepté de rencontrer les autorités russes à Istanbul, et il a même dit qu'il serait présent dès le 15 mai prochain, justement pour prendre part à ces négociations directes, et il souhaiterait que, évidemment, son homologue Vladimir Poutine, son homologue russe, fasse également le déplacement. Alors, pour ce qui est des négociations, ce qui est sûr, c'est que des deux côtés, on voit qu'il y a une volonté, même si du côté européen, eux, ils estiment que il y a une inversion des priorités. Pour les Européens, ils souhaiteraient que les Russes acceptent d'abord un cessez-le-feu avant d'entamer d'éventuelles négociations, parce que pour les Européens, on ne peut pas négocier pendant que les armes parlent, alors que pour les Russes, c'est le mode de pensée, il est totalement inverse. Ils disent qu'il faut d'abord négocier pour discuter des modalités de la mise en place, non seulement d'un cessez-le-feu d'abord, mais ensuite d'un accord de paix. Donc pour les Russes, c'est d'abord les négociations qui priment et non pas le cessez-le-feu. Pourquoi? Parce que pour les Russes, ils savent qu'ils ont l'avantage sur le terrain. Ce sont les troupes russes qui sont en position offensive sur le terrain, et ils gagnent, même si c'est peut-être pas la vitesse souhaitée de la part de certains observateurs. On observe que, évidemment, les Russes avancent petit à petit, mais c'est parce qu'ils sont les maîtres du temps, ce sont eux qui sont les maîtres des horloges. Et puis, deuxièmement, parce qu'ils estiment que, évidemment, eux, ils ont la capacité de l'emporter, et pour eux, la victoire ne fait l'objet d'aucun doute, puisque l'enclave de Koursk, cette partie du territoire russe qui était occupée par les Ukrainiens, les Russes sont parvenus avec l'aide de soldats nord-coréens à chasser les Ukrainiens de ce territoire-là, et donc ils sont actuellement totalement tournés vers la poursuite de leurs objectifs militaires, c'est à savoir la conquête totale des deux oblasts qui restent encore en grande partie contrôlés par les Ukrainiens. Et donc pour les Russes, si on veut mettre un terme à ce conflit, il faut évidemment le faire en respectant un certain nombre de leurs conditions, et les conditions sont bien évidemment d'abord de commencer par faire des négociations directes. Ces négociations directes,
qui vont permettre à la fois de discuter des conditions qui devraient permettre d'aboutir à un cessez-le-feu. Et ces conditions, on le sait en grande partie, c'est le fait que l'Ukraine renonce totalement à entrer dans l'OTAN. L'Ukraine renonce évidemment à certains de ses territoires, c'est-à-dire les oblasts qui sont contrôlés par la Russie et évidemment la Crimée et bien entendu le port de Sébastopol. Et donc, c'est que l'Ukraine renonce à avoir une armée au sens moderne du terme. Et donc, toutes ces conditions, les bien d'autres conditions, toutes celles qui sont pour l'instant difficilement acceptables du point de vue des autorités ukrainiennes. Mais ce qui est clair, c'est que Donald Trump s'est fendu d'un tweet sur son réseau social Truth Social, dans lequel il a demandé aux deux parties, à savoir les Russes et les Ukrainiens, de saisir cette opportunité pour aller justement à la négociation jeudi prochain. Mais bien entendu, il a surtout mis la pression à Volodymyr Zelensky, qui de son point de vue est celui qui devrait fournir le plus d'efforts pour justement parvenir à ces négociations et certainement aussi parvenir à un accord de paix. Maintenant, la question qui est de savoir est-ce que Vladimir Poutine fera le déplacement à Istanbul pour participer à ces négociations directes avec les Ukrainiens. De mon point de vue, je n'y crois pas. Je pense qu'il va envoyer des hautes personnalités, notamment son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ou son porte-parole, Dmitry Peskov, qui sont, de mon point de vue, des personnalités de haut rang. On pourrait aussi éventuellement imaginer la présence de Dmitry Medvedev, qui est quand même le patron du Conseil national de sécurité, qui est l'ancien président russe et ancien premier ministre de Vladimir Poutine. Et donc, ces personnalités-là pourraient très bien représenter le président russe. Et puis, il faut savoir que le président russe, lui, il n'a absolument pas d'admiration ni de respect pour Volodymyr Zelensky. Et je pense mal que, étant donné la vision que lui il a de ce qu'est un chef, de ce qu'est l'autorité, de ce que devrait incarner l'autorité, de ce point de vue-là, je ne pense pas qu'aux yeux de Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky soit une personnalité suffisamment importante à ses yeux pour entraîner un déplacement de sa part pour pouvoir aller discuter avec lui. Donc ce qui est sûr, c'est qu'on voit pour la première fois depuis la prise en main de ce dossier par Donald Trump, ça fait plus de 100 jours aujourd'hui, on voit véritablement des lignes bouger, aller vers des discussions directes. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que d'ici là, les Occidentaux vont essayer d'accentuer la pression pour obtenir de la part de Vladimir Poutine un cessez-le-feu immédiat avant le début ou pendant les négociations, sous peine de voir de nouveaux trains de sanctions économiques et financières imposés à la Russie? Soit dit en passant, ça fait 3 ans que la Russie est sous sanctions. La Russie est actuellement le pays le plus sanctionné par le groupe occidental et je ne vois pas très bien quel nouveau train de sanctions pourrait être mis en œuvre et avec quelle efficacité pour pouvoir contraindre le président Vladimir Poutine à se plier aux desiderata des Ukrainiens et de leurs alliés occidentaux. Donc ce qui est clair, c'est que on va assister certainement à un début de négociation directe, mais il ne faudrait pas aller trop vite en besogne en espérant qu'il y aurait forcément des résultats lors de ces négociations-là. Non, je pense qu'il y aura une prise de contact directe au plus haut niveau entre les Russes et les Ukrainiens, ce qui est une première depuis la rupture des négociations qui avait débuté dès mars 2022, après l'invasion, et qui avait dû être interrompue en avril de la même année, parce que les Anglais, à l'époque, Boris Johnson étant Premier ministre, avaient convaincu les Ukrainiens de renoncer à ces négociations parce qu'ils allaient recevoir toute l'aide militaire qu'il faudrait et que militairement, ils allaient être en capacité de pouvoir chasser les Russes de leur territoire. On voit que 3 ans plus tard, ni l'aide militaire, ni les sanctions économiques imposées à la Russie, ni l'aide militaire accordée aux Ukrainiens, ni les sanctions économiques imposées à la Russie ne sont parvenus à chasser totalement les Russes du territoire ukrainien, même si les Russes ont du mal à conquérir l'ensemble des 4 oblasts. Il y a encore des parties qui sont très bien contrôlées par les Ukrainiens, mais ce qui est sûr, c'est que
ce sont les Russes qui sont à l'initiative sur le plan militaire, ce sont les Russes qui sont à l'offensive, ce sont eux qui gagnent du terrain et ce sont eux qui continuent de régulièrement pilonner les infrastructures, notamment les infrastructures énergétiques et électriques des Ukrainiens, alors que ces derniers ont de plus en plus de mal, eux, à pouvoir maintenir leur position ou essayer de gagner de nouveaux territoires. Ils sont obligés, pour eux, de continuer à lancer des attaques en profondeur sur le territoire russe, avec bien entendu un impact limité, un impact beaucoup plus, moins en termes de communication, en termes de visibilité, mais avec moins d'efficacité sur le plan militaire. Et donc, on voit que c'est dans cette architecture-là que les négociations pourraient être entamées jeudi prochain. Mais quels seraient les points qui seront abordés? De mon point de vue, je pense que les Occidentaux viendront avec la ferme intention d'obtenir rapidement un cessez-le-feu, alors que les Russes, eux, ils voudront, de leur point de vue, obtenir rapidement que l'on discute sur le fond du conflit entre l'Ukraine et la Russie, et surtout que l'on faire imposer aux Occidentaux le fait que ces derniers doivent accepter d'abord que l'Ukraine est totalement perdue, est définitivement perdue la Crimée, et que l'Ukraine accepte également que les territoires qui sont passés sous contrôle russe depuis le 24 février 2022 soient aussi également considérés comme étant déjà des territoires russes. Donc on voit bien que ce sont des négociations qui vont être difficiles, qui vont s'engager jeudi prochain, mais l'élément important, c'est que depuis, comme je l'ai dit, la fin de ces premières négociations en avril 2022, c'est la première fois que Russes et Ukrainiens pourront se retrouver sur la même table, après les négociations directes qui avaient eu lieu il y a quelques semaines à Jeddah en Arabie Saoudite, mais là, c'était les Américains qui faisaient une espèce de triangle, et là, il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est ce que Vladimir Poutine a demandé, plus d'intermédiaires, qu'ils soient occidentaux ou américains, mais qu'il n'y ait que sur la table, évidemment, Russes et Ukrainiens. Maintenant, on verra ce que ça va donner par la suite. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning. Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.